valeur optique et applaudissons celles et ceux qui viennent le défier. Roxane Adler, Fatih Toko, Cédric Fayet et Guillaume Sibou sont là, à votre disposition. Mesdames, messieurs, installez-vous, bienvenue. Fatih, Guillaume, mettez-vous comme bon vous semble ici. Très bien. Guillaume et Fatih ont gardé la tenue de rigueur pour les moins 20 degrés. Nous tous, on a abdiqué là-dessus. Merci d'avoir accepté notre invitation. Parce qu'en plus de parler de complexité de ce sujet passionnant sur l'intelligence artificielle, il faut en plus qu'on s'enquiquine avec de l'éthique. Vous vous rendez compte? Et donc, comme on s'enquiquine avec l'éthique, évidemment, je provoque. On va essayer de voir comment l'opérationnaliser en intelligence artificielle et comment vous le faites dans vos entreprises. Avant de rentrer vraiment dans le détail, j'aimerais savoir un peu ce que vous faites, vous, dans vos boîtes et comment vous traitez ces sujets de l'éthique pour me montrer juste que vous n'êtes pas là par hasard et que c'est vraiment votre quotidien, les uns et les autres. Fatih Toko, j'ai un peu la réponse, je pense. Chief Data Officer dans le groupe La Poste. Parlez-moi de votre périmètre et comment l'IA est votre sujet quotidien. Bonjour tout le monde. Je ne suis pas Chief Data Officer. Ah. Je suis rattachée au Chief Data Officer du groupe. Laissez-le croire Et si je retrouve oui, ça. mais bon, j'ai quand même un gros périmètre. Donc, je m'occupe de la transfo business. Donc, ça veut dire l'émergence de tous les cas d'usage pour le groupe, de la partie innovation. Donc, on a beaucoup de travail en ce moment avec les LLM et ChatGPT. Ouais. Et puis, pour finir, mais c'est le plus important en ce moment, effectivement, de la gouvernance des données avec l'éthique et le réglementaire. Donc, pour nous, depuis 3 ans, on a lancé un plan d'accélération groupe. Il y a 5 plans d'accélération groupe dans la stratégie de la Poste 2030, on fait partie des 5. Donc, on a la chance d'avoir des ressources, du budget pour accompagner tous ces plans de transfo. C'est pratiquement 150, un portefeuille de 150 projets. Wow. Avec énormément de fonctions support, efficacité opérationnelle, la logistique et puis tout ce que vous connaissez bien sur la partie relations clients. Donc, on essaie d'être performant dans le déploiement de ce plan d'accélération et en même temps, on essaie de faire rimer, on va dire, performance et confiance grâce à l'éthique. Et c'est souvent le groupe dont on parle tous quand on parle d'exemples de transformation. Et donc, merci de porter cela. Vous allez nous éclairer là-dessus. Roxane Adler, vous êtes, alors j'ose plus me planter, mais Head of Digital Society Research chez Orange. C'est bien ça? Racontez-nous comment l'IA impacte votre quotidien, ce que vous faites exactement. Alors, moi, je gère... Et le micro, s'il vous plaît, plus proche, juste plus proche du menton, voilà, merci. Moi, je dirige un domaine de recherche chez Orange qui crée des solutions et des actifs à impact positif. En même temps et à côté de ça, Orange a créé en 2021 le Conseil éthique de la data et de l'IA, dont je porte... la gestion de la gouvernance et le déploiement, la mise en place, l'opérationnalisation de cette gouvernance chez Orange. Et dans mon domaine de recherche, j'ai aussi un programme de recherche dédié à l'IA responsable et l'IA de confiance pour éclairer le groupe typiquement sur toutes les innovations et la recherche qui est en cours et qui demain sera dans nos mains et dans nos sociétés. Et merci de venir nous éclairer sur le sujet. Cédric Fayet, vous êtes le CTO chez Pocket Result. Un mot sur ce que vous faites précisément. Bonjour. Si tout le monde ne connaît pas Pocket Result. Bonjour. Donc du coup, Pocket Result est une entreprise orientée autour d'un outil BI auquel on a intégré une couche d'intelligence artificielle importante. Oui. On s'orientait vers ce qu'on appelle les data apps. Vers les data apps, donc c'est des solutions qui permettent de construire une solution orientée IA et data de manière low-code ou no-code, avec actuellement une orientation sur justement la gouvernance au sein des entreprises. Merci beaucoup. Vous aurez aussi beaucoup de choses à nous apprendre certainement aux côtés de Guillaume Sibou qui... à cela, vous êtes le président du Cercle des Humanités Numériques. Bonjour. Mais de quoi s'agit-il, les humanités numériques? Alors, les humanités numériques, c'est toute l'étude de l'impact des stratégies du numérique sur les organisations politiques, sociales, économiques, marketing et communication. Et à titre professionnel, je m'occupe de gouvernance algorithmique. Je travaille notamment pour une agence internationale qui fait de l'accompagnement aux entreprises sur ces sujets d'éthique, c'est-à-dire des bonnes pratiques de l'IA. Petit détail de communication, la personnalité pour qui je travaille s'appelle Aurélie Jean. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais en tout cas, c'est ma boss. Et je suis très fier de vous en parler parce qu'elle écrit des livres qui sont formidables et qui traitent directement du sujet de l'éthique
des algorithmes. Vous dites ça parce que vous craignez qu'elle regarde la vidéo et au cas où, ce serait bien que vous ayez dit du bien d'elle. Et je trouve ça plutôt malin, évidemment. Un mot pour revenir aux choses un peu sérieuses. Quelle définition donne-t-on de l'éthique dans le domaine justement de l'intelligence artificielle, Guillaume? À quoi vous répondez? Qu'est-ce que vous répondez quand on vous parle de cette définition de l'éthique? Alors, merci pour cette question, parce que je pense qu'elle est assez importante pour qualifier ce qu'on entend par éthique de l'intelligence artificielle. Alors, l'éthique de l'intelligence artificielle englobe tous les principaux sujets sociaux, politiques, économiques et philosophiques qui traitent des risques et de l'impact de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Les domaines de l'éthique sont très nombreux, c'est la protection des données, c'est la vie privée, c'est les valeurs, c'est la non-discrimination. Et à ce propos, je voudrais faire une remarque. Si vous êtes bien sûr attentif à la couverture médiatique actuellement sur l'intelligence artificielle, ce dont je ne doute pas, vous pouvez constater que l'éthique, médiatiquement parlant, est souvent abordée de façon futuriste, long-termiste, voire catastrophiste, avec des questions autour de est-ce que l'IA va nous détruire, notre civilisation, avec des propos d'ailleurs complètement infondés scientifiquement sur l'intelligence générale et l'intelligence forte, sans jamais s'interroger sur l'éthique à régler aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Je voudrais à ce propos donner quelques exemples, parce que si on veut parler de l'éthique aujourd'hui de l'intelligence artificielle, il faut regarder ce qui s'est passé dans le passé. Et je vais vous donner quelques exemples très rapidement. Si vous ne lisez pas les 14 feuilles que vous avez là, ça me va bien. Non, je vous assure, je vais être succinct et après je vais me... Je vous en prie, Guillaume, bien sûr. Je vous assure. Quelques exemples, parce que je pense que c'est vraiment important de parler de l'éthique aujourd'hui. Allez-y. Amazon et son système de recrutement en 2018, avec un algorithme qui recrutait des ingénieurs informatiques uniquement basés sur des informations passées, essentiellement des hommes, et qui rejetait systématiquement les candidatures féminines. Mais non. Apple et sa carte de crédit en 2020, où des clients ont découvert qu'en fait l'algorithme favorisait systématiquement les hommes, parce que comme c'est bien connu, les hommes dépensent mieux que les femmes, et donc par conséquent, Apple considérait à travers son algorithme qu'il fallait accorder plus de crédit qu'aux femmes qu'à leurs épouses. Quelle horreur. Google, en 2016, avec son service, son applicatif Google Photos, qui faisait des accès automatiques à des images comme des chiens, des chats, vous savez, Google Photos, avec des vélos, et qui a étiqueté des personnes afro-américaines à la peau noire comme des gorilles. Le fameux chatbot Tay de Microsoft que vous connaissez en 2016, qui était censé animer une discussion avec des adolescents et qui a viré au cauchemar en tenant des propos racistes, antisémites, fascistes. Twitter en 2021 avec son système de recadrage photo qui s'appelle Autocrop et dont on s'est aperçu qu'il privilégiait uniquement les visages et les corps de femmes jeunes, blanches et minces sans que les utilisateurs puissent y remédier. Et bien sûr, je pense à Predpol, qui est cet algorithme de justice prédictive aux États-Unis qui permettait de faire de la discrimination, excusez-moi l'expression, mais qui faisait de la discrimination carrément ethnique sur ces sujets-là. Donc quand on parle d'éthique... Je vous rappelle qu'on est sur la digestion et là, ça nous facilite quand on parle d'éthique, il faut vraiment être très sensible à ces notions-là et à ce qui s'est passé. Voilà. Et donc en regard des exemples que vous nous donnez, et merci de les rappeler, parce que derrière le petit sourire que j'y mets, c'est important de se rappeler ça, parce que c'était, comme vous dites hier, mais ça doit continuer aujourd'hui pour certains. L'éthique, c'est quoi, finalement, en face de ça? C'est comment vous définiriez notre mission collective les uns les autres, puisque on est tous des maillons d'une chaîne avec nos responsabilités. L'éthique, c'est l'ensemble des bonnes pratiques responsables qui vont encadrer la conception, la mise en œuvre et l'usage des algorithmes qu'on va mettre en œuvre dans les organisations. Oui. On ne peut pas réguler un algorithme en soi pour des raisons d'explicabilité que je ne vais pas détailler ici, mais on peut réguler son encadrement dans sa conception, son développement et dans ses usages. Fatih, Roxane, vous avez-vous une définition à apporter aux collaborateurs, par exemple, de vos grands groupes, pour les accompagner sur ces sujets d'éthique et leur expliquer pourquoi c'est important et ce dont il s'agit? Alors vous n'ignorez pas que Orange est présent dans 27 pays. Alors l'éthique, moi je commence déjà toujours par définir ce que c'est l'éthique dans l'absolu, qui est le comportement humain et dans la conduite des individus en société. Oui. Ce comportement humain est très dépendant du contexte sociétal, de la morale, de la culture, etc. Et donc, pour nous, en tout cas chez Orange, on a défini nos valeurs éthiques dans une charte
Pour autant, ce n'est pas parce que, par exemple, on a défini la valeur éthique respect de la vie privée qu'on peut le déployer tel quel avec notre vue et notre connaissance et culture occidentale. Parce que typiquement, je vais vous donner 2 exemples pour illustrer ça. Quand vous allez en Afrique, vous savez que Orange a un service bancaire mobile money en Afrique. Et donc, on a pas mal d'études de recherche sociologique, de recherche technique aussi là-bas. Et en fait, on s'est rendu compte que à peu près 50% des personnes, quand ils vont payer, ils donnent leur carte crédit et ils donnent leur code à leurs commerçants. Donc, il y a 2 raisons à ça. Dans certains pays africains, il y a 37% qui sont numériquement analphabètes. Ou bien parlent des langues qui ne sont pas écrites. Oui. Donc, une barrière d'inclusion numérique telle qu'on le définit en Europe. Donc, forcément, ils ne savent pas utiliser, ils donnent leur carte et puis leur code. Une autre partie, d'ailleurs l'intersection n'est pas vide, donne carrément, parce que tout simplement, c'est leurs commerçants qui connaissent depuis 40 ans et qu'ils ont confiance, ils donnent la carte et le code. Oui. Donc la vie privée pour eux ne se comprend pas de la même manière toujours, enfin dans toutes ces dimensions comme on le comprend ici. Si vous allez en Inde, Orange Business est présent en Inde. En Inde, vous ne pouvez pas parler du principe de non-discrimination. Parce que si vous parlez du principe de non-discrimination, ça met en l'air leur système de valeurs sociales qui est basé sur les castes. On peut être contre, mais néanmoins, c'est la culture, c'est leur façon de vivre, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire, mais simplement, il faut apporter une attention particulière à la manière dont ces mêmes mots et ces mêmes principes se déclinent d'un endroit à un autre. Vous prenez la Pologne, l'Espagne et la France, c'est pareil. Chacun, en fonction de sa culture et compréhension, décline différemment. Donc, vous comprenez que derrière l'opérationnalisation de tout ça, c'est un vrai défi pour nous. Oui. Et nous y travaillons. Pour des groupes comme les vôtres qui sont internationaux, pour des entreprises, des prestataires en fait, bien sûr, qui vous accompagnent dans différents pays. Fatih, côté du groupe La Poste, cette définition finalement de l'éthique, comment est-ce qu'on la partage à des collaborateurs multiformes également ? Mais du coup, nous, on dira que en fait, l'éthique, c'est l'usage responsable, durable et raisonné de l'intelligence artificielle. Et le mot raisonné, c'est important parce que finalement, c'est du bon sens. Et nous, on a commencé tout en fait par l'acculturation, parce que moi, j'ai envie de dire que l'éthique, c'est déjà le droit à l'information. Tout le monde a le droit de savoir. Donc chez nous, c'est extrêmement important dans le plan d'accélération. Pour vous dire, dans le Data Office, dans l'équipe du Chief Data Officer, moi je m'occupe de la gouvernance, du business et de l'innovation. Et dans le même comité de direction, on a une personne qui s'occupe d'une direction qui s'appelle Capital Humain. Donc pour nous, c'est important que tout le monde ait le bon niveau d'information. D'abord pour, on va dire, déconstruire un peu les imaginaires un peu négatifs qu'il y a autour de l'IA. Et on voit bien que ça sert en ce moment, parce que si on n'avait pas commencé il y a 2 ans, je pense que tout le monde aurait eu encore plus peur, on va dire, avec l'arrivée de ChatGPT. Donc il y a cette partie acculturation. À tous les niveaux de l'entreprise, même ceux qui est éloigné du digital finalement. Complètement. Donc on a plusieurs propositions, un grand catalogue de services avec un premier niveau d'acculturation sur l'intelligence artificielle. C'est un module de 3 heures, 3 heures et demie où toute l'entreprise, donc plus de 200 000 personnes sont censées avoir passé ce module d'ici 2025. Et on avance quand même très vite. Après, on a des modules pour tous ceux qui sont des accélérateurs de projets ou des cadres stratégiques. Et il y a aussi des modules pour un peu plus rapide, un peu en mode séminaire pour les cadres dirigeants. Donc l'acculturation, pour nous, c'est le plus important. Après, une fois qu'on a fait l'acculturation, on l'a commencé en 2020. En 2021, on a évidemment écrit notre charte éthique. Ce n'est pas tellement la charte qui est importante, parce que j'ai envie de dire, et heureusement, parce que c'est quand même des principes humains, des valeurs universelles. Donc il n'y aura probablement pas de grande différence entre la charte d'Orange et de la charte de la Poste, évidemment. Par contre, nous, c'est dans l'opérationnalisation où on a mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dès 2021, après la création de la charte, pour mettre en place des dispositifs, un comité opérationnel, un comité pour une IA de confiance
Et puis, peut-être que je pourrai en parler tout à l'heure dans le détail, avec des grilles d'évaluation, des scores, et tout ce qu'on peut faire, surtout pour anticiper la réglementation européenne. Donc l'acculturation, c'est aussi acculturer tous les collaborateurs, les préparer en fait à la réglementation, au RIA, AI Act, mais maintenant qui s'appelle RIA pour les Français, pour les préparer à cette arrivée du projet de réglementation européen. Pour ceux qui étaient là ce matin, ils ont entendu mon amour pour les acronymes que vous avez tous et pour lesquels je fais toujours semblant de comprendre, évidemment, alors que j'ai rien compris. Juste, je fais exprès. Avant de parler des outils, parce qu'en effet, c'est un sujet aussi intéressant à partager avec tout le monde, quels sont les enjeux pour une entreprise de prévenir et de répondre aux problématiques d'éthique? Finalement, vous pourriez vous dire, et je vous provoque bien sûr, mais finalement, on n'en a rien à faire. On forme les gens déjà à l'outil digital, tout le monde sera formé. L'éthique, ça va concerner le juridique, des managers et puis les autres. Pourquoi est-ce que finalement, tout le monde doit être au même niveau en ce qui concerne l'éthique? Parce que ce n'est pas de la technique, finalement. L'éthique, c'est... Déjà, on a des valeurs d'entreprise. Déjà, on s'appelle La Poste. Et je pense que vous allez être à peu près pareil. Donc, déjà, c'est normal. Comme je le disais, c'est un droit de l'entreprise de former ses collaborateurs. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a un enjeu d'acceptabilité et d'adhésion. Parce qu'on ne pourra pas, de toute façon, déployer projet et embarquer toute l'entreprise. Donc, c'est la conduite du changement appliquée à l'intelligence artificielle. Donc, voilà, adhésion. Et on va quand même pas se mentir, il y a quand même des enjeux économiques. Il y a un sujet de performance. Quand on met quand même beaucoup d'investissements, beaucoup de budget. Il faut quand même que ça marche. Et performance sans confiance, de toute façon, à un moment, on irait au bout de la rentabilité en fait, de ces systèmes d'intelligence artificielle. Cédric, avant de parler des outils, pour vous, c'est essentiel d'accompagner vos clients justement sur ces problématiques éthiques et de les former, de les informer aussi. Alors exactement. Typiquement dans les exemples que nous avait donné Guillaume, l'un des points essentiels, c'est de comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle. Il y a un côté un petit peu magique, un côté un peu trop performant, ce qu'on oublie un peu son sens critique et les bases. C'est-à-dire que c'est une technique issue encore et principalement du monde scientifique où des méthodologies règnent. Quand on utilise un algorithme de machine learning ou qu'on développe un système d'intelligence artificielle, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de magie. L'information vient de quelque part. Elle vient des données. Et c'est à la conception de ces données qu'on va porter les biais des gens qui les ont conçus. Typiquement, les différents exemples venaient des corpus de données qui étaient biaisés, c'est-à-dire qu'elles ne portaient que sur un sous-ensemble de la population. Le système n'est ni bon ni mauvais. C'est les expérimentateurs qui portent leurs biais et sans s'en rendre compte des fois. C'est ça qui est important dans la gouvernance de ces sujets-là et des bonnes pratiques. C'est qu'il n'y a pas forcément de mauvaises intentions de base, il y a une négligence ou un oubli au fur et à mesure de l'utilisation de ces systèmes-là, d'une certaine base, qu'il n'y a aucune magie et que tout est lié aux données sources. Et donc c'est ces points-là sur lesquels on aide nos clients en leur rappelant certaines bases, en leur offrant dans notre outil justement l'aspect analyse des données, compréhension de leurs biais, pour justement éviter cet écueil-là lors de l'utilisation des systèmes. Guillaume, qu'est-ce que vous dites justement aux entreprises sur cette nécessité de prévenir et de répondre aux problématiques éthiques? Je pense que c'est un point fondamental et je me permets aussi de revenir sur ce que disaient Fatih puis Roxane, c'est qu'en fait, sur le sujet de l'acculturation, c'est qu'en fait, il faut faire travailler les non-tech et avec les tech. Oui. C'est très important pour bien mettre en œuvre de façon opérationnelle une vraie éthique de l'intelligence artificielle avec des principes éthiques, mais aussi des règles de décision, des instances de décision, une méthodologie qui implique des data scientists, des concepteurs, des chefs produits, et puis toutes les personnes des métiers, en fait. C'est très, très important, le droit d'avoir l'information sur comment fonctionne un algorithme. Et c'est très important, je vais juste donner un exemple, de faire comprendre à des personnes qui sont non techniques qu'est-ce que c'est qu'une explicabilité d'un algorithme. Qu'est-ce que c'est que la fairness algorithmique? Qu'est-ce que c'est qu'un risque algorithmique? Qu'est-ce que c'est qu'une discrimination technologique? Qu'est-ce que c'est qu'un encadrement algorithmique? Et en fait, l'éthique tient à la façon dont on va, de façon interdisciplinaire, de façon transversale, faire travailler les gens entre eux. Et je pense que ça ne devient effectif que lorsqu'on
on est dans ce principe-là de la collaboration. Et comme dit Cédric, ça n'a rien de magique, en fait, l'intelligence artificielle. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui de savoir qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle. Mais on pourrait dire que l'intelligence artificielle ne maîtrise pas elle ne maîtrise que l'intelligence dite analytique. Oui. Elle ne maîtrise pas le sens pratique ni le sens créatif. Bon, je m'arrête là parce que c'est un autre débat. Mais c'est très clair ainsi. Est-ce que ça veut dire que aujourd'hui, Roxane, je crois que c'est vous qui avez donné le mot tout à l'heure, mais accompagner ses collaborateurs, accompagner ses prestataires et ses managers dans l'entreprise, est-ce que leur parler d'éthique, c'est ou pas leur parler de morale, c'est leur parler de civisme, de citoyenneté aussi? Est-ce que je vais trop loin parce que tout d'un coup je deviens un peu trop paternaliste et un peu trop, j'allais dire, subjectif dans l'approche, mais où ça commence, où est-ce que ça termine? Alors, en général, bon, effectivement, nous aussi, on a mis en place des cursus d'acculturation, de sensibilisation et des tutoriels aussi à chacun des niveaux des personnes qui sont en fonction de leur métier, de leurs besoins, des vidéos de sensibilisation, etc., pour expliquer ce que c'est l'IA, de quoi on parle, qu'est-ce que c'est l'éthique. Souvent, la question qu'on a, c'est quoi la différence entre l'éthique de l'IA et l'éthique au sens compliance du terme. Donc, ce sont des questions qui viennent très, très souvent. Mais en fait, je dirais le défi là-dedans, c'est que comme l'éthique, ce n'est pas quelque chose qui est rigoureuse au sens mathématique du terme, il s'agit de faire des choix. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut avoir une intelligence artificielle tellement éthique qui n'est absolument pas performante. Sur l'équité, prenez l'algorithme de Parcoursup, vous ne pouvez pas avoir une formation de 30 avec les meilleurs boursiers, les personnes les meilleures de la classe dans toute la France, etc. Donc à un moment, il s'agit de faire des choix. Et des choix éthiques comme on en fait tous les jours, IA ou pas IA. Sur les biais de programmation que l'on pourrait avoir, par exemple. Exactement. Et l'humain est biaisé. C'est pas que l'intelligence, ils l'ont dit. Hein. Alors les données issues des humains sont biaisées aussi. Enfin, ils sont tous biaisés d'ailleurs. Il s'agit de mettre derrière, un peu comme quand l'Internet, le numérique est arrivé dans la vie des gens, il s'agit de mettre des points de contrôle. Oui. Alors pour l'IA, quand c'est auto-apprenant, il faut le faire beaucoup plus régulièrement. Dans un algorithme séquentiel, vous le faites une fois pour toutes à la fin pour vérifier le résultat. Mais il s'agit de vérifier à chaque étape que le résultat qu'il donne, c'est le résultat que vous attendez à votre... Elle n'est pas biaisée, etc. Et avec les performances que vous attendez. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Donc à un moment, il s'agit de faire des choix au meilleur de sa morale, de son éthique, et pour le bien de l'entreprise et de ses clients. Donc, avec quels outils on doit le faire? Fatih Toko, je reviens sur ce que vous abordiez, vous, tout à l'heure. Finalement, pour y arriver, on n'est pas dans l'incantation, on n'est pas dans le Yaka Faucon. Il y a aussi les outils qui nous permettent d'accompagner tout le monde, quel que soit le niveau d'information et d'acculturation de nos collaborateurs. Vous le faites comment? Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que la charte écrit la charte, en fait, évidemment, avec un groupe, parce que le poste est vite transverse. On était un groupe de pratiquement 40 personnes. On a mis 1 an et demi à sortir cette charte parce qu'il fallait que tout le monde soit aligné avec les branches, les filiales, les business units. Et puis, début 2022, 1 an après avoir écrit cette charte, on a mis en place ce qu'on appelait un comité opérationnel. Ce comité opérationnel se réunit tous les 15 jours depuis 1 an et demi, donc c'est quand même assez dense, assez fréquent. Et il y a trois groupes de travail. Il y a un groupe de travail réglementaire, évidemment, pour pouvoir bien s'assurer qu'on intègre les orientations de la future réglementation européenne. Il y a un groupe de travail acculturation, je ne reviendrai pas dessus. Et puis, il y a un groupe de travail, et c'est le plus gros, technique et scientifique, où là, on met en place des grilles. Donc, on a mis en place une première grille d'auto-évaluation qui est une espèce de grille de préfiltrage, parce que vous imaginez qu'on n'a pas l'ambition de passer tous les algorithmes d'intelligence artificielle du groupe La Poste. Donc, on fait aussi confiance aux accélérateurs et aux chefs de projet, parce que déjà, ce qu'on disait, il y a du bon sens, il y a un sujet de finalité. Il n'y a pas de raison à La Poste qu'on développe une solution qui n'est pas une finalité louable. Mais bon, voilà. Donc, il y a quand même cet algorithme, cette grille de préfiltrage. Ça nous sort un score de risque.
Donc vous voyez qu'on n'est pas très loin de ce que prévoit la réglementation européenne. On regarde à peu près le niveau de risque et le niveau d'impact que ça peut avoir. Et puis en fonction du score, on va dire tous les algorithmes qui ont un score supérieur à doivent passer au crible de la grille d'évaluation. Donc ça, c'est la première chose qui a été faite par ce groupe de travail. C'est très pratique, finalement, et très utile. On m'a dit qu'il fallait être pratique. Mais c'est parfait, on adore. J'opérationnalise. Donc, du coup, il y a ce côté-là, cette grille. On a aussi mis en place tout un processus en interne pour avoir des référents éthiques dans toutes les branches et toutes les filiales, donc qui sont souvent, mais pas nécessairement rattachés au Chief Data Officer des différentes filiales. Et puis, et ça c'est vraiment le plus lourd, on a mis en place un comité pour une IA de confiance qui se réunit 3 fois par an, avec qui a à peu près 17 personnes en interne. Donc c'est important de savoir, c'est des déontologues, la compliance, un représentant de la RH, engagement collaborateur, un représentant des clients, c'est extrêmement large, du juridique, et on a 3 personnalités externes qui participent pour nous challenger, pour être sûr qu'on ne reste pas trop entre soi. Et voilà. Et dans ces personnalités, il y a une personne issue du monde de la recherche, de l'INRIA, une personne du Hub Francia, qui vient nous challenger, et le président de l'Association française de la relation client aussi, pour s'assurer, parce qu'on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais il y a aussi l'interface avec les humains, les collaborateurs ou et le client final, et les clients finaux. Et puis, pour finir, mais c'est super important, c'est aussi des POC, des proof of concept, des expérimentations qui sont faites sur des briques d'explicabilité des algorithmes, où là, on est plutôt en train d'essayer de voir un peu comment on peut démonter des systèmes, des briques d'intelligence artificielle pour voir l'explicabilité. Parce que ce qu'on n'a peut-être pas dit dans la culturation tout à l'heure, c'est que tout ça, quand on dit il faut informer, c'est pas. Vous disiez tout à l'heure, est-ce que c'est pas un peu paternaliste? Ça peut pas être paternaliste parce que c'est complexe. Les algorithmes, c'est intangible, c'est complexe, c'est difficile d'accès pour tout le monde, pas que pour le commun des mortels. Et donc, le fait de faire ces expérimentations, de tester des briques et d'essayer de les démonter pour comprendre comment ça fonctionne, ça fait partie de la culturation, mais c'est aussi éthique parce que ça permet d'aller vers plus de transparence et d'explicabilité. Bien sûr. Merci d'avoir été aussi transparente et accessible là-dessus. Cédric, ce sujet-là, justement, quelle est la boîte à outils, finalement, que l'on peut partager pour se conformer à ces enjeux? Est-ce que les entreprises sont accompagnées? Vous les accompagnez, vous, là-dessus, sur ces questions? Oui, exactement. Donc du coup, nous, on a 2 manières de faire. Donc la première approche est dans notre outil, dans lequel on a développé justement un ensemble de méthodes permettant de se rendre compte des biais, et sur les modèles que nous avons, que nous mettons à disposition de nos clients, nous avons déjà fait différentes études, nous avons identifié les différents problèmes, donc on communique à nos clients. Et le deuxième mode qu'on va préférer sur l'IA, à partir du moment où on va être sur des fonctions un peu moins standards ou des algorithmes moins maîtrisés, ça va être un accompagnement. C'est-à-dire qu'on va complètement accompagner nos clients dans le développement de la solution, en les guidant vis-à-vis du coup de la fois de la qualité des données, de la conceptualisation, de la compréhension de ce qu'on peut obtenir aussi de l'algorithme. C'est entre ce qu'on espère obtenir et la réalité de ce qu'on peut obtenir peut avoir un delta, donc de les prévenir en avance et qui en sont pleinement conscients, parce que souvent ce sont des briques qu'on va interfacer dans un système plus global et avoir conscience des flux de sortie, ça permet de mieux, de ne pas partir trop en avant en fait. Oui. Je ne sais pas si je suis très clair. Si, et je pense qu'en tout cas, on saisit ça. Guillaume, je voulais continuer avec vous. Un bouquin de philosophie ne sera pas suffisant, un dictionnaire du Yaka Faucon non plus. Ce qu'on est en train de se dire là, c'est que la boîte à outils, elle doit être la plus accessible possible, en considérant que chacun d'entre nous est concerné par le sujet. Finalement, la meilleure des choses, c'est quoi? C'est se mettre au niveau du moins sachant pour ne laisser personne au bord du chemin? C'est ce que je disais sur l'interdisciplinarité, l'interopérabilité aussi des choses. Je trouve que c'est très important, quand on n'est pas un technicien ou un data scientist, de comprendre comment fonctionnent les outils, notamment les risques scores. Ça, c'est très intéressant. Peut-être y revenir.
je pense qu'en fait, on doit tous être concernés, et là je vais tenir un propos qui est plutôt général, c'est que, vous savez, même si un algorithme fonctionne bien, à 98%, il faut toujours penser aux 2% à qui on fait du mal. Tout à fait. Je me permets vraiment d'insister là-dessus, c'est très très important. Le plus important, c'est de s'intéresser à ceux à qui on fait du mal, même s'ils sont minoritaires, puisque un algorithme, pour toute une série de raisons techniques que je ne vais pas développer ici, comporte un certain nombre de biais qui en fait sont des défauts et qui se rapportent à des biais cognitifs. Biais de confirmation, biais d'autorisation, biais de sélection, etc. Concernant le risque score dont parlait Fatih, c'est très intéressant parce qu'en fait, on doit tous, je dis on doit, parce que ce n'est pas une obligation morale, ce n'est pas une obligation légale, c'est une question d'éthique, c'est-à-dire c'est le geste qu'on fait au-delà du légal pour essayer de comprendre, quand on fabrique un algorithme, quel est le problème à résoudre. Quelle est la pertinence de la solution à trouver? Qui est à l'origine du projet? Est-ce qu'on a réfléchi aux biais algorithmiques et biais cognitifs? Est-ce qu'on a réfléchi au scénario du pire? Est-ce qu'on a connaissance des lignes de code? Qui les détient? Comme disait Roxane, est-ce qu'on teste une fois que l'algorithme est mis en production, ce qui s'appelle le backtesting? Oui. Est-ce qu'on teste auprès des utilisateurs? Sont-ils au courant de la technologie d'intelligence artificielle qu'ils utilisent? Est-ce qu'on les informe? Sont-ils consentants? Eh bien, ça, ce sont des questions que tout le monde doit éthiquement s'approprier dans l'entreprise ou dans l'organisation. Pour le check-up, vous passez par le docteur Guillaume Sibou, évidemment, pour essayer de faire la visite médicale, parce que vous nous avez donné pas mal de critères. Juste pour terminer, Roxane, et je vais demander à la salle s'il y a une question, une réflexion, mais Roxane, dans votre boîte à outils, qu'est-ce que vous avez pour embarquer tout le monde, justement? Est-ce que vous fabriquez vous-même vos outils? Est-ce que vous êtes aussi bien équipé que Fatih, qui nous donne très envie dans le groupe La Poste? Alors oui, on est très équipé. On a la chance d'avoir un campus d'innovation et toute une équipe de recherche qui justement accompagne ces opérations et cette mise en place de gouvernance. Bien sûr, on appelle la checklist à tiroir, puisqu'elle est à tiroir à chaque fois que vous relevez un risque. Alors nous, on se pose toujours la question, la risque, en fonction de non seulement de qui, quelle population en face de nous, mais quel pays, quelle culture, quelle attente. Oui. Donc nous, à chaque fois, les questions, ils sont démultipliées. Du coup, on a un travail presque individuel avec chacun des pays. Pour vous éclairer, par exemple, sur l'Afrique, je viens de lancer 2 études complètes pour déjà comprendre le contexte là-bas, comment on doit faire, etc. Donc, surtout que vous parlez d'Afrique, mais vous parlez d'un continent avec certainement plein de spécificités bien par sûr. pays et dans chaque pays par des région. Langues différentes. Alors, on n'est pas partout, donc ça diminue un tout petit peu, mais on en est à pas mal d'endroits, des pays. Et même au niveau de l'Europe, entre l'Espagne, la Pologne, etc. Pareil, donc cette opérationnalisation, ça prend du temps. Mais néanmoins, effectivement, les outils, on a des checklists, on a aussi des travaux de recherche sur l'explicabilité, on a des travaux de recherche sur la frugalité des IA. Oui. Il y a les autres dimensions aussi qui rentrent en jeu, les enjeux sociaux, qu'est-ce que ça implique dans des études sociétales et sociologiques, le champ des possibles implique, etc. est immense dans ce que vous nous dites. Pardonnez-moi parce que la pendule me retient et c'est la pendule mon pire ennemi. Je vais prendre une question ou une remarque dans la salle, ici, au premier rang. C'est vous qui avez tiré le gros lot. Je vous offre mon micro. Si vous le souhaitez, je vous invite à vous présenter, que tout le monde vous connaisse. Une question rapide, une réponse rapide, je vous en prie. Le micro va fonctionner, ne vous inquiétez pas. Alors, ça fonctionne? Oui. Maëlys Staub, fondatrice de Pocket Result. J'ai une question et une remarque, donc ça va être très, très rapide. Il vous reste 12 secondes. Sur la question particulièrement au groupe Orange et La Poste, Cédric nous a dit qu'il n'y avait rien de magique. Les algorithmes et les biais, ça dépend essentiellement du stack de données. Est-ce que dans vos entreprises, vous maximisez la diversité sur les personnes tech,
Parce que non-tech, on se doute qu'il y aura peut-être moins de biais de genre avec des postes et plus de femmes. Merci. Donc, est-ce que vous avez une action particulière? Et juste une remarque, pardon. Chez Pocket Result, on s'appuie beaucoup sur la charte AA Ethical. Donc, je voulais juste le signifier parce que c'est un outil très important pour nous. Un outil dans la boîte à outils. Merci beaucoup pour ça. Une réponse rapide peut-être, Roxane et Fatih, sur le sujet. Merci. Alors, je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous demandez qu'on a beaucoup de personnel technique qui travaille sur les billets? En fait, ça, dans le recrutement, dans la personnalisation... Les programmateurs, par exemple, est-ce qu'eux-mêmes sont de diverses origines, diverses... Alors, on tente. Hein. Bon, Orange, c'est une société numérique, donc on est quand même assez fiers d'avoir 37%, 37% de femmes. On a plein de programmes pour recruter des femmes et dans les milieux techniques, des femmes qui sont reconverties, etc. Mais il y en a quand même pas mal hein, autour de moi, même en recherche, il y en a quand même pas mal. Pour autant, c'est pas parce que l'équipe... Alors, c'est toujours un plus que l'équipe soit diverse, qu'ils aient des mentalités différentes, des réflexions différentes, qui se rejoignent, etc. Pour autant, les jeux de données ne seront jamais équilibrés. Bien Donc sûr. après, qu'est-ce qu'on fait derrière pour redresser, corriger, etc. Mais effectivement, vous avez raison. Plus on a des équipes diverses, mais dans tous les métiers, plus C'était les bien choses le propos. sont moins discriminatoires. Merci beaucoup. Fatih, en quelques mots. Juste à la Poste, et vous pouvez retrouver l'information, je pense, assez facilement. On a lancé l'année dernière l'école de la data et de l'intelligence artificielle avec 50% de femmes. Donc, c'est des jeunes qui vont devenir alternants, qui vont être intégrés soit à la Poste, soit dans d'autres entreprises. 50% de femmes et pas que, parce qu'il y a aussi on accorde beaucoup d'importance aussi à l'inclusion, donc avec des personnes d'origine sociale complètement diverses. Donc il y a bien parité et diversité. Voilà, donc c'est important parce que c'est une action très concrète qui permet de préparer en tout cas l'avenir, même si déjà la diversité est bien respectée. C'est vrai que c'est plutôt pour l'avenir où on essaie de le faire très très tôt pour pouvoir l'intégrer plus tard. On parlait bien de toutes les diversités et sans jamais donner de leçons ici, on sait que c'est compliqué d'être parfait, mais en tout cas, on a bien compris comment on pouvait tendre vers la perfection ou tenter de l'être. Je voulais qu'on remercie ensemble celles et ceux qui ont accepté votre invitation cet après-midi. Merci mesdames, merci beaucoup messieurs. Sujet ô combien passionnant. Merci d'avoir aussi bien répondu.